Voilà, j'admirais les sportifs, tu vois. Euh, L'athlétisme, je me rappelle, je regardais Carl Lewis, je regardais, tu sais, tout ça, les exploits des mecs. À l'époque, Urban Team, ils arrivaient en compète, ils faisaient flipper tout le monde, tu vois. C'était un bordel. Tu avais un mec d'Urban Team, tu savais que ça, tu sais, il faisait la guerre et tout, machin. Et si un jour tu te lèves pas pour aller t'entraîner, bah c'est mort, tu vois, tu comptes pas sur moi. C'était, tu vois, c'est du bullshit, tu vois. Salut les Jujiteros. Là, je crois que vous l'avez déjà reconnu. C'est une figure du Jiu-Jitsu brésilien français. Il a une chaîne YouTube avec plus de 400 vidéos techniques. Il a des formations de Jiu-Jitsu en ligne. Il a même écrit un bouquin sur le Jiu-Jitsu, les Jujiteros, Samir Ben Saïd. Salut Samir. Yes. Salut, salut à toi, salut à toute ton audience, à tous ceux qui te regardent. Et voilà, c'est un plaisir de partager ce moment ensemble. Et puis voilà, on va kiffer tranquillement. Ouais. Voilà. Tu vois, Samir, ça me fait plaisir. Et comme on disait hors ligne, on avait déjà fait un live ensemble. C'était sur Insta il y a 3-4 ans en arrière pendant la période de la pandémie. Mais pareil, tu vois, c'est limité à Instagram. C'était un live, tu sais, c'est Hum, très confiné, j'ai envie de dire. C'était Ouais, ouais, pour le le coup. mot pour l'époque. On Hum, avait parlé un peu de tout et c'était même toi qui m'avais interviewé. On avait parlé alimentation et autres. Là, j'aimerais ouais. qu'on parle aujourd'hui de toi, à la fois qu'on parle de ton parcours et surtout la fin de parcours, la partie dans laquelle tu es en ce moment. On en reviendra plus tard. Hum, Et voir aussi le côté mindset, parce que tu as aussi ce côté mindset, pour ceux qui te suivent déjà sur Instagram, ben, on le voit dans tes stories, on le voit dans tout ce que tu partages. On le sait, il y a une part d'état d'esprit dans tout ce qui est à mettre en place sur le tatami, mais aussi au-delà, parce que ta vision, elle va au-delà du tatami, elle va aussi vers l'entrepreneuriat et entreprendre sa vie, j'ai envie de dire. Sinon, Samir, pour commencer, pour ceux qui ne te connaîtraient pas ou qui ne connaîtraient pas ton parcours, est-ce que tu pourrais nous dire quand tu as commencé le jiu-jitsu, où, comment ça a évolué pour toi? Ouais, cool, avec plaisir. Bon, déjà, encore une fois, merci de l'opportunité de ce partage. Voilà, j'ai beaucoup de respect pour toi et ton travail déjà. Non, Merci. vraiment. On voit beaucoup de personnes émerger, partir. Je suis là depuis suffisamment longtemps pour, entre guillemets, pour voir les gens qui sont là, qui restent et qui sont persistants. Et tu fais partie de cela. Donc, bravo à toi. C'est la preuve de ta discipline et voilà, de ton travail. Donc, c'est cool. Donc, je voulais le souligner. Après mon parcours, moi, j'ai commencé le jiu-jitsu relativement tard. Enfin, en général, quand tu parles aux gens, tout le monde a commencé trop tard. On aurait tous aimé commencer bien plus tôt. Enfin voilà, j'ai fait des sports de combat avant, mais vraiment, je m'y suis mis à 28, 29 ans, tu vois. Donc, lorsque j'ai commencé, il fallait tout de suite dans ma tête que j'essaie de trouver des hacks pour. Dans mon livre, j'utilisais le terme. Je voulais pas rattraper le temps perdu, parce que le temps qui est passé, on peut pas le rattraper, tu vois. Il est là, et c'est OK en fait. Euh, Chacun a son parcours de vie, il doit vivre ce qu'il doit vivre au moment où il doit le vivre, et les opportunités, les choses, elles se présentent quand elles sont là. Et c'est à nous de faire avec ce qu'on a, là où on est, avec qui on est et ce que l'on a. Donc j'ai pris ça au sérieux. Euh, donc j'essaie de trouver des hacks pour progresser rapidement, pour voilà, j'avais pas le temps à perdre. Ça veut dire chaque. Alors mes débuts étaient vraiment difficiles, hein, je suis resté presque 5 ans en ceinture blanche. Euh, Je suis Ouais. resté, voilà, mais j'étais pas sérieux, tu vois. J'allais m'entraîner, j'y allais pas. Tu vois, j'aimais le sport, je kiffais, tu vois, mais j'avais pas mis la discipline dedans, tu vois. Donc j'ai beaucoup galéré au début. Et après, là, c'est marrant, j'ai retrouvé mon calendrier de 2008 et je l'ai gardé en souvenir. Et en fait, 2008, je me dis, bon, c'est bon. Euh, je savais ce qui m'avait fait défaut, c'était la régularité. Donc j'ai pris mon calendrier, je lui dis à partir de maintenant, je note chaque séance que je fais, tu vois. Je la coche sur un calendrier, tu vois. Comme ça, tu sais, en fait, je vais avoir un visu de mon tracé. À l'époque,
Si j'y allais 3 fois par semaine, c'était bien parce que il y avait pas beaucoup de jiu-jitsu comme maintenant, donc si t'arrives à en faire 2, 3 fois dans la semaine, c'était plutôt bien. Donc voilà, et puis je cochais à chaque fois, je cochais, et puis au bout d'un mois, 2 mois, je voyais que j'arrivais à respecter le truc. Après, je me disais, ah, est-ce que je peux pas faire un peu de muscu un peu? Est-ce que je peux pas faire un peu de judo à côté pour compenser, tu vois? Et chaque séance que je faisais, j'essayais de la capitaliser au maximum, en fait, dans le sens où j'essayais d'apprendre un truc. Je voulais apprendre quelque chose, pas forcément retenir tout le cours, mais dans ma tête, je sais, qu'est-ce que cette séance va m'apporter? Qu'est-ce que je peux retenir? Donc des fois c'était la technique, des fois c'était un détail de la technique. Parfois, je me faisais taper et bah, je demandais au gars comment il avait fait. Et donc j'ai beaucoup appris aussi en échangeant avec mes partenaires, mes coéquipiers. C'était une vraie source d'apprentissage, hein. Même quand ils étaient ceinture bleue, violette et tout, c'était vraiment. J'ai beaucoup appris comme ça parce que ça te donne tes premiers succès immédiats en vrai, tu vois. Tu sais, on a besoin de succès en réalité. Et du coup, j'avais un pote, Aziz Bouziane. Franchement, tu sais, c'est le mec talentueux, tu vois. Il y a des mecs talentueux comme ça, tu sais, ils Oui. sont, ils sont relous, tu vois. Les mecs, ils viennent pas s'entraîner pendant une période, ils reviennent, ils déglinguent tout le monde et tout. Ils partent, ils bouffent des grecs, ils ont le vide comme ça, ils reviennent, et tout. Ils me rendaient ouf, tu vois. Alors que moi, tu vois, moi, je suis le besogneux, tu vois. Et je me rappelle, des Kimura dans tous les sens. Il était très, très fort, hein. Tous ceux qui ont tourné avec lui, même les plus grands, tu peux dire les plus grands Français, même, tu vois, nouvelle génération, ancienne génération qui ont tourné avec lui, un bordel. Et avec le sourire, en plus. Tu vois. Et un jour, je lui dis, ouais, comment, tu sais, pendant longtemps, tu sais, par ego, par orgueil, je voulais pas, tu sais, à chaque fois, on prenait qui on va pas, de toutes les positions, mais genre, tout, tu vois. Je prends ça, c'est juste un exemple, hein, c'est pour, voilà, ça peut ouvrir des portes à d'autres personnes, tu vois. Et j'ai mis des années avant de me dire, écoute, vas-y, en plus, c'était vraiment mon meilleur pote, tu vois, on passait beaucoup de temps ensemble. Je fais, vas-y, s'il te plaît, vas-y. Comment je peux faire pour te bloquer, tu vois? Il me dit, bah, c'est simple, tu fais ça, 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 tac, tu vas voir. Là, ça me met en galère et tout. Putain, prochaine séance, prochain sparring, il m'a pas mis une Kimura, tu vois. Deuxième, putain, il m'en mettait plus. Et là, j'ai eu un déclic, je fais, putain, j'ai perdu 3 ans tu vois, par ego, par orgueil, tu vois, alors que j'aurais pu régler ce problème bien avant, tu vois. Et le truc, il était immédiat. Puis après, j'ai fait ça, des fois, c'est sur des trucs anodins, tu vois. Tu te rends avec quelqu'un, t'as un petit problème, un petit truc, vas-y, ça m'a gêné, comment je pourrais faire pour t'emmerder, quoi, tout simplement. Et les gens sont contents de partager leur truc, tu vois. Donc, voilà quoi. Après parcours et puis après bah j'ai continué, j'ai persévéré, j'ai eu mes premiers succès enfin succès. Tu vois tout est relatif. Tu vois maintenant j'ai le recul sur mon parcours. Tu parlais de mindset, de chemin de vie, tu vois le jiu pour moi c'était je le savais pas. Je le savais pas quand j'ai commencé, je le savais pas quand j'étais à fond dedans, mais c'était une espèce de thérapie en réalité, tu vois. Ouais. C'était un truc, je sais pas pourquoi j'avais le feu en moi. Tu sais, je savais pas. Et tu vois, c'est après quand tu avances dans ta vie, maintenant que justement que je suis dans un peu dans, j'aime pas les termes, tu vois, préparation mentale. Tu vois, j'aime pas tout ce qui est cloisonné. Et puis j'essaie un peu de comprendre comment ça se passe là-dedans et là-dedans, tu vois. Euh, bah du coup, comment dire? Je me battais pas en fait pour gagner, je me battais pas pour des médailles. En fait, je me battais pour des blessures qu'on se trimballe, tu vois, en fait. Tu vois, c'est ça que j'essaie de résoudre, mais je ne savais pas à l'époque, tu vois. J'arrivais pas à l'identifier, mais ça me poussait, ça peut être enfin voilà, ceux qui me suivent, bon, j'en parle sans problème parce que c'est des choses que j'ai transcendées, tu vois. Et c'est pour ça que j'ai plus aujourd'hui l'intérêt de l'utilité de faire de la compétition, parce que c'est ça qui me drivait, en fait, tu vois. Une fois que tu as transcendé ça, c'est cool, tu vois. Mais il fallait que je passe par là. Et du coup, moi, en fait, en gros, pour faire simple, parce que peut-être tes auditeurs vont peut-être se demander, ouais, mais c'était quoi et tout. Très rapidement, en fait, moi, j'ai grandi, donc mes parents étaient commerçants, tu vois, on travaillait beaucoup sur les marchés et tout. Et j'étais élevé à la dure, tu vois, c'était très.
très dur, tu vois, pas de jour de repos. Je me levais quand j'avais pas d'école, je me levais tout le temps à 5 heures du matin pour aller les aider à travailler avec eux. Et c'était dans une ambiance un peu à la dure, tu vois. Boss, dépêche-toi. Et surtout, t'es un bon à rien, tu vas pas y arriver, tu vois. Et en fait, j'ai été programmé comme ça, tu vois. Ouais, T'es un bon à rien, tu vas pas y arriver. T'es un bon à rien, tu vas pas y arriver. T'es un bon à rien, tu vas pas y arriver, tu vois. Et je grandis comme ça, tu vois. Et du coup, euh, on sait que aujourd'hui, la science le prouve, tu vois. On est on est le produit de notre environnement quand on était enfant, tu vois. On est ouais, ça, en fait. Tu vois, on est ça. On peut pas être autrement, tu vois. Le mental peut te dire, non, je suis pas comme ça, mais, tu vois, j'ai une bouteille d'eau là, elle est remplie de ce que je lui ai rempli dedans, tu vois. Elle a pas choisi. Et donc, du coup, moi, je démarre ma vie d'homme comme ça, en vrai, tu vois. Alors, j'ai des envies, j'aime le sport, j'ai beaucoup d'admiration pour tous les sportifs qui, tu vois, si je vois ce dépassement de soi, tu sais, ça résonne en moi, mais bon, voilà, c'est le seul truc positif en fait que dans mon monde un peu comment dire, où je me sentais très isolé, très peu en confiance, très insécure, sans reconnaissance totale. Voilà, j'admirais les sportifs, tu vois. Euh, L'athlétisme, je me rappelle, je regardais Carl Lewis, je regardais, tu sais, tout ça, les exploits des mecs, tu vois. Et, euh, et du coup, je fais un bon, bah, quand je commence le JJB, tous ceux qui me connaissent à l'époque, j'étais le mec bagarreur, en fait, tu vois. Parce qu'en fait, si je perdais à l'entraînement, eh ben, euh, je donnais raison à ceux qui disaient que j'étais bon à rien, tu vois. ouais, Tu captes le truc, tu vois. tout à fait. Et je pouvais pas, tu vois. Et du coup, une fois que j'avais décidé que, tu vois, parce que moi j'aime profondément ce sport, tu vois, quand j'ai vu ce sport, c'était vraiment un coup de cœur, tu vois, je me suis dit ouais, c'est ma voie, tu vois. Il y a ça pour l'aspect martial sans avoir à frapper quelqu'un. Ça m'a, tu vois, c'est ce que j'ai toujours cherché, tu vois. Donc du coup, c'est arrivé au moment où j'en avais besoin. Et à partir du moment où je me suis dit ok, vas-y, tu vois, je te parlais de mon calendrier en 2 minutes où je me suis dit ok, vas-y, c'est bon. Bah c'est pas juste de la discipline pour de la discipline. C'est de la discipline parce que si je le fais pas, ils avaient raison, tu vois. Ouais, Et je pouvais pas. Je préfère mourir que de leur donner raison, tu vois. Et après, du coup, quand tu arrives dans la préparation mentale, le truc, mindset et tout, machin, tu te dis, ouais, il faut trouver ton pourquoi, ta motivation. Bah, moi, elle était là, en fait, tu vois. ouais, C'était ça. Tu peux pas tu peux pas le contrôler, tu vois, c'est là, tu vois. Il y a des gens, mon parcours, il est ni pire, ni, tu vois, il y a pas, chacun a ses démons. On les a tous, tu vois. Et puis, c'est chacun comment on gère avec, tu vois. Et, euh, Et voilà, j'ai commencé comme ça et du coup à l'entraînement déjà en fait alors j'ai eu la chance d'avoir des bons partenaires, tu vois, des mecs bien. Ça veut dire j'ai envie de dire bienveillants, tu vois. C'est avec eux que j'ai monté plus tard le club Imana, Kofi et Shaq, les deux frères là. J'étais souvent en photo avec eux. Ils m'encourageaient beaucoup et tu vois en fait quand à l'entraînement je faisais des choses bien, et ben dit, oh, trop truc de ouf, ça dire ce que t'as fait. Ah, truc de ouf. Et c'est tout con. Mais moi, tu vois, je te dis, j'allais bientôt avoir 30 ans et c'est quasiment les premières fois où j'entendais quelqu'un m'encourager, tu vois. ouais, Et me dire, ah, c'est bien ce que t'as fait. Oh, putain, attends, c'est un truc de ouf. Je suis capable de faire un truc bien. Mais t'as vu la montagne que c'est, le mec me dit que c'est bien et tout. Attends, on va continuer, tu vois. On va continuer. Et après, naturellement, la compétition, j'en entendais parler, mais c'était vraiment pas le sujet, tu vois. J'avais d'autres batailles internes, tu vois. C'était pas. Et puis un jour, le groupe avec qui j'étais se déplaçait, tu vois. Ils m'ont dit bah vas-y, tu fais tout machin. Je fais oh. Cette compétition, tu vois, c'est un autre level, tu vois. Quand tu bats pour ta confiance en toi, quand t'es introverti, quand tu vois, c'est un autre monde, tu vois. C'est. Après, je fais bon, vas-y, ok. Dans ma tête, je me suis dit, vas-y, je m'inscris.
Mais je sais que je vais pas la faire, tu vois. Comme ça, comme ça, ils vont pas me casser la tête, je vais être dans le move et tout, machin. Et donc on fait, on s'entraîne ensemble, tu vois, on s'entraîne. Et après, je les voyais, ils étaient impliqués. Après, je fais, putain, Samir, tu peux pas les lâcher, tu vois, tu peux pas dire. Ah. Mais tu vois, à chaque séance, je me dis, ah non, t'as vu, j'ai un petit peu mal là, un peu mal là, tu vois. Et après, en fin de compte, je me suis dit, ok, j'ai eu un moment de lucidité, je me suis dit, ok, tu y vas. Ton seul objectif, c'est de réussir à mettre les pieds sur le tatami. Tu vois, c'est juste ça. Juste. Si tu y arrives, tu peux repartir et c'est bon, tu vois. Alors, je vais à cette compétition, je me rappelle, c'était l'Open Urban Team à Juni. C'était coach très connu, Hakim Aïtouaret, coach Urban Team. Voilà. Euh, à l'époque, Urban Team, ils arrivaient en compète, ils faisaient flipper tout le monde, tu vois. C'était un bordel. Tu avais un mec d'Urban Team, tu savais que ça, tu sais, il faisait la guerre et tout, machin. Donc c'était lui qui organisait les compétitions. J'y suis allé, on m'appelle, je savais même pas qu'il fallait se peser, je savais même pas qu'il y avait des catés de poids, tu vois. Donc, parce qu'à l'époque, tu t'inscrivais sur place, tu vois. Tu Ouais. t'inscrivais sur place, machin. Et donc, je pèse 86 kilos, je savais même pas que je pesais ce poids-là. Je savais pas. Information choc. Bon, bah, vas-y, tu vois, là-bas. Et je t'explique pas, tu vois, le stress, la chaleur, la transpiration, enfin, tu vois. Tac. Et là, je veux faire demi-tour et tout, machin. Après, on m'amène sur le tatami et je marche, tu sais, je regarde en bas, tu sais, c'est le flou, tu vois. Mais littéralement, c'est vraiment le flou. J'arrive pas à... Bon, on a tous connu ça à des degrés différents, mais là, c'était vraiment désagréable, tu vois. Et je monte sur le tatami, finalement, bah là, c'est difficile de faire demi-tour. Des saluts de votre partenaire, je salue, putain, le tchèque, hein. Oh. Et je lève, j'ai un gros Renoir balèze comme ça. Je fais putain, ça va être chaud. Dans quel bourbier je me suis foutu? Je recule un petit peu et je savais faire qu'un truc. Et puis j'ai même pas calculé en réalité. J'ai couru, j'ai l'impression que j'ai couru 300 mètres. Bon, alors que c'était que deux pas. Ouais. Mais dans ma tête, et j'ai sauté, j'ai fait un jump guard. Ouais. Je m'accroche à ma vie. Je l'ai ramené, donc jump guard, c'est plus autorisé pour les ceintures blanches, mais ça l'était à l'époque. T'étais ceinture blanche, hein, première compétition. Ouais, ouais, j'étais ceinture blanche. J'étais ceinture blanche. Et puis, je mets une main au col. Et tu sais quoi, je me rappelle encore aujourd'hui, là, j'ai la vision, j'ai ma main au col. Et je vois un bout de kimono qui dépasse, là, de l'autre côté. Et je me dis, bah, je l'attrape, hein. Et tu sais, là, j'attrape et je serre. Et c'est comme si, tu vois, j'étais à une falaise, en haut d'une falaise. Et si je lâchais, je mourrais. Ouais. Et j'ai attendu, tu vois. Et le mec, il a tapé. Oh, purée. Eh, mais ça, c'était pas prévu, tu vois. C'était pas, c'était pas prévu dans le game plan, tu vois. Oh, truc de ouf et tout, machin. Je sais pas comment réagir, c'est des sensations bizarres, tu vois. Donc bon, j'imagine que je suis content, je suis un peu, je sais pas, tu vois. Mais tac, on me salue, on me lève le bras. Alors putain, on me lève le bras et j'entendais mes potes qui me félicitent et tout. Tu sais, là par contre, c'était trop fort, tu vois, trop d'émotions en fait. Là, je remonte et tout. Pour finir l'anecdote, je me rhabille et tout, machin. Et après, on me dit, j'entends au micro, Samir est rappelé pour, Samir Ben Saïd est rappelé pour. Et moi, je pensais que c'était fini, en fait. Tu Ah sais, je ouais. pensais que c'était comme les matchs de boxe, tu vois, tu faisais un combat et c'était fini. Et je savais pas qu'il fallait leur faire un deuxième. Je fais, non, s'il vous plaît. Donc, je suis retourné le deuxième et j'ai perdu, je me suis pris un triangle en 10 secondes, 20 secondes. Mais voilà, l'expérience était faite. Et, euh, Et après, du coup, c'est devenu un peu addictif, tu vois, après. Tu vois, je me suis dit, ah, ce truc-là, en fait, je me suis dit, y aller avec cet état d'esprit, pas préparé comme je l'étais, tu vois, avec tous mes doutes, tous mes machins, j'ai réussi à faire un truc. Et ben, peut-être la prochaine fois, je pourrais essayer de faire un peu plus et un peu plus. Et c'est comme ça, petit à petit, tu vois.
Et à chaque fois, mon drive, mon truc, bah, c'était prouvé, tu vois. C'est pour ça que au début, euh, mon exposition sur les réseaux sociaux, je m'exposais beaucoup, bah, c'était parce que j'ai grandi avec un manque de reconnaissance. Hmm. Mais je savais pas pourquoi je le faisais, tu vois. Alors, du coup, bah, t'as des likes, des machins, et t'es content, t'as ton shoot de dopamine et tout, machin, un truc. Et bah voilà, après, voilà, maintenant, 16 ans plus tard, 17 ans plus tard, bah voilà, j'ai du recul sur le truc et je comprends les choses, tu vois. Mais voilà, chacun son parcours de vie. C'est pour ça, faut être indulgent avec les gens. Je parle pas pour moi, hein, mais euh, parfois on peut juger des gens de l'extérieur. Même moi, je suis là, ah, putain, mais qu'est-ce qu'il fait? Il fait un truc de ouf, lui. Mais après, en fait, on sait pas le parcours de vie des gens, tu vois. On sait pas ce qu'il est en train de vivre. On sait pas quelle bataille il a subi, il ou elle, tu vois. On sait pas. Donc, il faut beaucoup d'humilité. Laisser, tu vois. Laisser faire. Chacun fait son chemin et puis voilà, tu vois, sans pression. Mais et juger. En fait, quand on juge les gens, on se fait du mal à soi-même. On s'est, tu sais, c'est un truc. C'est un peu contre soi. Je sais pas comment verbaliser ça. Laisse, tu vois. Donc, Tu sais, dans tout ce que tu dis, Samir, souvent dans le milieu du jiu-jitsu, on entend, tu sais, dans la version anglophone, Jiu-Jitsu saved my life. Et le jiu-jitsu a sauvé ma vie. On voit, comme tu le dis, que ben, le jiu-jitsu a servi en fait de thérapie. En gros, hein, si on peut dire, hein. oui, oui, oui. Et dans le même temps, on voit que ça intervient à tes débuts. Tu vois, on est débutant, jeune pratiquant, même si tu avais 29 ans, tu vois, moi aussi j'ai commencé à Ouais. 29-30 ans, euh, et on se considère déjà comme un homme, mais en fait on est un débutant dans cette nouvelle activité. Et c'est important Nous maintenant, bah, on est black belt, on a une certaine expérience et autres, mais rappeler aussi aux autres pratiquants qui sont déjà ceinture bleue, violette et autres, que le débutant, ben, c'est pas parce il maîtrise pas des techniques, parce qu'il n'a pas encore le mindset du black belt qu'il faut le brimer, qu'il faut lui casser la gueule, Mhm. et c'est lui dire que si tu veux que lui en vienne à ton niveau, tu es là pour l'aider justement, comme toi tu as été aidé par tes partenaires, comme tu disais, tu as eu des Mhm. partenaires bienveillants, ouverts, plutôt que d'être là pour les dégoûter, leur mettre la dose. Donc ça, c'est bien. Euh, Ouais. Tu as évoqué cette première partie, cette introduction au Jiu-Jitsu, et cette première compétition. On sent que de là, il y a eu un déclic avec une prise de confiance et prise de conscience. Et je sais qu'après, ben, tu t'es lancé plus dans la compétition. Tu as été bien bon compétiteur. Tu allé faire plusieurs fois les championnats d'Europe. Alors peut-être de la bleue à la noire. Est-ce que tu pourrais nous parler précisément de ces championnats d'Europe en particulier, ceinture après ceinture? Ok, Et le cool. mindset et comment tu as évolué là-dedans? Ok. Eh ben, en gros, c'est simple. J'ai participé au championnat d'Europe de la ceinture blanche à la ceinture noire. Ouais. Je peux pas faire. Et pour, je vais rentrer dans le détail. J'ai réussi à avoir une médaille dans chacune des ceintures, de la blanche à la noire. Jamais l'or, mais on y reviendra. Euh, et du coup, alors, tu vois, quand j'ai fait ma première compétition Urban Team là-bas, Open Urban Team, après, je crois que j'ai fait une. Je crois que j'ai refait qu'une seule compétition et après j'ai fait mes premiers championnats d'Europe. Donc j'ai toujours combattu dans la catégorie master, tu vois. Ouais. Ok, bah, j'avais déjà 29 ans, du coup, pas de... Ok, et du coup, je fais... Alors, c'était pas prévu, hein, mon coach Aziz Cherigui, qui est un des pionniers du jiu-jitsu en France, hein, Aziz Oui. Cherigui, en 1996, il a fait partie de la première génération qui ont participé au premier championnat du monde à Rio. Donc, j'ai eu la chance, toi, je du dessin, qui ouvre un club à 5 kilomètres de chez moi. Du coup, et à un moment, j'entends parler, ouais, championnat d'Europe, viens au championnat d'Europe. Je suis, bah, comment ça, je viens de commencer, championnat d'Europe, et tout. Il me fait, oui, c'est par ceinture, et tout. Donc, j'y vais, je fais l'histoire courte, et puis je me dis, bon, j'y vais, mais quand même, donc, je vais quand même essayer de me préparer, tu vois, un minimum, même si c'est en ceinture blanche. Je me dis, si jamais un exploit peut arriver, ce sera en ceinture blanche, ce sera pas dans notre ceinture.
J'ai plus de chances de victoire en ceinture blanche que dans les autres. Donc, je m'entraîne sérieusement, sérieusement. Et du coup, premier championnat d'Europe, je vais jusqu'en finale. Je fais 6 combats, 6 combats. Euh, je me rappelle le premier combat, je gagne par disqualification. Le mec il tente une clé de talon. Et après 2, 3, 4, je me rappelle le cinquième, la demi-finale. J'étais explosé parce que j'avais pas la notion de cardio en fait. Hmm. C'était à fond tout. Et du coup, je me dis, mais la demi-finale, c'était le cinquième combat. Et en plus, à chaque fois que je montais sur le tatami, l'arbitre, c'était le même arbitre, il me disait, ouais, c'est la finale, c'est la finale, c'est la finale. Donc, depuis le quart de finale, je crois que je fais ma finale, tu vois. Ah oui, ça s'arrête jamais. Et du coup, je me rappelle la demi-finale, mais genre carbonisé. Carbonisé, je suis sur le truc là, je peux pas, tu vois. Je fais bon, vas-y, je monte et j'avais drillé avec un pote qui est ceinture noire aujourd'hui, Harold Pilet. Je sais pas pourquoi, il m'avait fait driller les clés de bras à la volée. Donc, on faisait nos entraînements, et à chaque fois, à la fin, lui, il voulait driller ça, donc il faisait 5, 10 répétitions, et puis il me dit, vas-y, essaye, tac, tac, donc j'essaye. Après, il me dit, tiens, regarde la vidéo de Shinya Aoki, tu sais, le Ouais. combattant japonais. À l'époque, il avait fait une vidéo sur YouTube où il montrait son setup. J'avais regardé son setup. Je suis bon, bah vas-y. Et donc, j'avais suivi mon pote Harold, truc, machin. Et dans ma tête, je me dis, je te jure, ce combat-là, s'il dure plus de 30 secondes, je suis mort. Physiquement, techniquement, je peux pas, tu vois. Et dans mon imaginaire, il fallait que le gars, il mette son grip au niveau de l'épaule, tu vois. Il fallait pas quand il m'attrape, il fallait pas que ce soit un kumikata, hein. Il fallait Ouais. que ce soit une saisie haute. Et le mec, il arrive, il me vient me saisir en haut, là, comme ça. Tu sais, genre la lumière, tu vois. Il vient me saisir en haut, tac, tac, et je fais la clé de bras à la volée. Oh là là, truc de ouf, 20 secondes et tout, j'étais trop content. Je fais, non. J'étais très content. Après, je fais la finale et je perds en finale au point contre un gars qui est ceinture noire aujourd'hui. Et je perds au point. Donc, et du coup, en fait, je me rappelle, j'ai un rapport à la défaite très particulier malgré tout, tu vois. C'est-à-dire, j'aime pas perdre, tu vois, comme beaucoup d'entre nous, comme beaucoup de compétiteurs. Et je me rappelle que je vais dans le vestiaire et je pleure parce que j'ai perdu, tu vois. Et après, euh, et après, au bout de, je sais pas, 30 minutes, après, je me dis, attends, quand même, regarde, calme-toi, tu vois. Il y a 6 mois, parce que quand je te dis que j'ai repris au mois de mai, c'était mai 2008. J'ai vraiment repris, tu vois, j'avais arrêté pendant presque un an. En mai, je reviens, je m'entraîne, hop, tu vois, tu fais le tour du calendrier et on est en janvier, tu vois. Et donc, je regarde d'où tu viens, calme et tout. Donc voilà, je fais ça. Et après, je me dis, j'ai la petite voix dans ma tête. Donc après, je rentre dans le club. Les mecs, ah, ça va un truc de ouf. Je reviens avec une médaille, tu vois, une médaille Ouais. d'argent, c'est marqué novice en dessus. Et tu sais, jusqu'à ce jour, c'est ma plus belle médaille. Vraiment, de loin. Mais vraiment, cette médaille-là, elle a un goût particulier. C'est vraiment, je la mettrais dans un cadre. Il faut que je la mette dans un cadre. Parce que celle-là, c'est ouais, tu peux le faire, tu vois. Là, je me suis dit, ouais, tu peux. Et donc, quand je suis rentré, félicitations de mes partenaires et tout, après, je me suis dit, ça se trouve, c'est un coup de bol, tu vois. Pas de chance. Tu sais, j'ai eu de la chance. Donc, quand je rentre, mon coach, il me fait passer ceinture bleue. Je, je retourne en ceinture bleue, 5 combats, et je vais en finale. Ok, donc c'est pas du bol. Donc j'avais un jeu qui commençait à se profiler, garde fermée, et je faisais déjà à l'époque de la deep half guard. Ouais. J'avais vu un truc à l'époque, je sais plus, je crois que c'était Jeff Glover, un Américain, il faisait de la deep half guard, et j'avais regardé son truc et tout. Je fais ah ouais, ça m'a l'air bien, tu vois. Donc j'ai fait ça. Je suis allé jusqu'en finale, je perds en finale. Quand quelques mois après, il me passe ceinture violette, je vais aux Europes en ceinture violette. Refinale, cette fois, je fais 4 combats. Refinale, je perds en finale. Donc, ça me fait trois médailles d'argent de suite, tu vois. Donc, tu sais, je suis à une marche du truc, tu vois. Et en fait, depuis 2009, parce que c'était en 2009 que j'ai fait. Donc, je me dis, non, 2009-2010, je me dis, ouais, mon rêve ultime dans le jiu-jitsu, ce serait de prendre une médaille d'or au championnat d'Europe, tu vois. Ce serait mes Jeux Olympiques, tu vois. Euh, Après, donc du coup, après les Europes en violette où je fais deuxième, mon coach en fin de saison, il me passe ceinture marron.
Quand il me passe ceinture marron, quand il me passe ceinture marron, non, ouais, il me passe ceinture marron, donc du coup, je fais les Europes en marron. Et là, 4 combats, je fais troisième. Je perds en demi-finale contre le gars qui m'avait battu l'année précédente. Lui, il avait la kryptonite contre la Deep Guard, il avait compris en fait. Et je me rappelle quand j'avais perdu en violette en finale, il, le mec, il était lourd, enfin, il était vraiment bien en base. J'arrivais pas à le renverser, il était bien en base. Et j'avais travaillé des choses, ça m'avait servi. Donc toute l'année, j'avais travaillé des choses. Et je rencontre le même gars et on refait le même combat en fait. J'ai pas réussi. J'ai pas réussi. Et du coup, voilà. Et après, je passe black belt, je passe ceinture noire et je fais plusieurs tentatives aux Europes, tu vois. Je me sens bien, euh, mais j'y arrive pas, tu vois. Une fois, je sors au premier tour, ça m'était jamais arrivé en fait. Et dans mes compétitions, juste de la ceinture blanche jusqu'à la ceinture noire, c'était la première fois que je perdais mon premier combat. Parce que même ma première combat, j'avais pas perdu mon premier Et combat, tu ouais. vois. Tu vois. La deuxième, j'avais gagné 2 combats et après, c'était que. Et là, putain, un black belt. En plus, là, je me rappelle cette compétition-là, en ceinture noire, c'était un Belge que j'avais affronté en ceinture violette, que j'avais battu. Donc, j'ai vu le mec, je fais, ouais, c'est bon, tu vois, et il me bat, tu vois. Putain. Et je fais plusieurs tentatives comme ça en ceinture noire, tu vois, plusieurs tentatives. Des fois, je gagne 2 combats, des fois, j'en gagne un. Et je suis allé presque 11 fois ou 12 fois à Lisbonne, aux Europes, tu vois. Et, et voilà, après mon parcours se fait. Euh, et l'année dernière, 2024, je me dis, ouais, je tente ma dernière chance, tu vois, c'est pour ça que j'ai fait The Last Dance. Je tente mon dernier coup, et puis c'est OK, tu vois. C'est la médaille d'or, j'y crois toujours. Je crois fermement que je peux l'avoir. Je crois, tu vois, je fais mes stratégies, machin. En plus, l'année précédente, tu vois, 2022-2023, c'est comme si mon jiu-jitsu, en fait, il avait pris en maturité. J'ai eu un déclic, en fait. Et j'ai l'impression que c'est les épreuves de la vie. Autant parfois on dit le jiu-jitsu ou le sport tête dans la vie, autant là j'ai l'impression que c'est le cumul des choses de la vie qui m'ont fait arriver à une maturité. Et je sais pas, ça m'a donné comme du recul sur ma discipline, du recul sur mon sport, du recul sur ma pratique à moi. Et en fait, tu sais, c'est comme un peu dans Matrix, le film, tu vois. C'est comme si j'ai commencé à voir le jiu-jitsu au ralenti, tu vois. Ouais. Et là, 2022, je sais pas en fait, je saurais pas, c'est pas un moment particulier, mais c'est un moment où je me dis, putain, c'est simple, c'est vraiment simple, ce sport, c'est facile. Il faut comprendre ça, ça, ça et ça. Si tu fais ça, ça, ça et ça, tu vas au bout. Et tac, et du coup, je sais pas encore que je vais faire ma dernière compète en 2024, tu vois, je sais pas encore, tu vois. Mais quand j'ai ce truc-là, je me dis, ouais, vas-y, je fais un max de compète pour matérialiser ce que je pense avoir compris. Tu vois, je veux le matérialiser parce que tant que c'est là, c'est cool, mais dans le concret, comment tu gères ça? Et du coup, je fais pas mal d'open self JJB, je vais en Italie, je bouge. Et en fait, j'arrive sur le tatami, je sais pas, avec une sérénité que j'ai jamais eue, avec une confiance que j'ai jamais eue, avec une maîtrise, sans prétention. Bah, j'ai eu aucun combat facile, mais j'ai jamais eu cette sensation de maîtrise de comprendre ce qui se passe, tu vois, d'être d'être en avance, de ressentir l'adversaire, de le ressentir, de le palper, de sentir ses points faibles, ces moments dans le combat où il descend un petit peu et arriver à exploiter ça. C'est la première fois que j'ai conscience de tout ça, tu vois. Et pour moi, ça se passe au ralenti. Et du coup, bah, je gagne littéralement presque toutes les compétitions que je fais à ce moment-là, tu vois. Je perds les championnats de France. Je perds en demi-finale, je crois. Mais j'ai fait une grosse année. Et puis après, je fais, vas-y, c'est bon. En parallèle, tu sais, je fais du travail sur moi dans le sens où j'ai transcendé ce que j'avais à transcender, tu vois. J'ai plus besoin de prouver à personne. J'ai plus besoin. Ça fait des années que je l'ai transcendé, tu vois. Mais je finissais par combattre plus par habitude, tu vois.
Là, cette dernière année, je voulais matérialiser tout ce que j'avais appris, tout ce que j'avais compris, je voulais le matérialiser moi physiquement sur le tatami, tu vois. Et après, je me sens arrivé au bout, tu vois. Je me dis, vas-y, on tente un dernier shot aux Europes. En plus, c'est à Paris, tu vois. On tente, on tente. Je fais une belle préparation, je me sens bien, je fais une bonne préparation physique qui me convient et je fais une bonne compétition. Euh, je gagne trois combats. Oh, putain, non, je fais le troisième combat. Je gagne deux. Le deuxième, je prends le numéro un mondial de la KT, donc c'était le favori, tu vois, on était dans les tableaux, oui, c'était numéro 2. Bref, c'était le mec numéro un de la KT, en fait. Tu sais, dans les rankings. Ouais. Dans les rankings, je l'avais regardé, il faisait un peu flipper tout le monde, et donc du coup, tous les mecs de la KT regardaient ce combat-là, tu vois. Et je suis content, c'est un de mes plus beaux combats, même si c'était un combat un peu fermé, parce qu'en fait, tu sais, c'est le genre de combat, bah, du coup, je gagne ce combat-là. Euh, c'est le genre de combat très serré où, tu vois, j'ai pris un petit avantage dès le début du combat et j'ai réussi à le garder jusqu'à la fin, tu vois. Ouais. Tu vois, c'est-à-dire, même si le combat, il n'y a même pas eu d'avantage, c'était à la décision, tu vois. C'était à la décision, mais ça faisait aucun doute que c'était moi qui le prenais à la fin, tu vois. C'était clair, le mec à la fin, il m'a félicité. On a fait une vraie guerre stratégique mentale, c'était un bordel, tu vois. C'est-à-dire, chaque grip, il était intense, tu vois. Passer de là à là, tu savais qu'entre là et là, il pouvait y avoir un truc. Tu vois, c'était de ça, tu vois. Le De jeu là d'échecs. à là, ouais, et je suis content parce que, voilà, pour moi, là, j'ai verbalisé mon jujitsu, je l'ai conscientisé avec un mec de haut niveau, j'ai réussi à faire ce que j'avais à faire. Voilà. Après, il y avait le mec que je prends juste après, Ademir, c'est lui qui gagne la KT. J'avais vu ses combats et c'était pas le mec qui me faisait le plus flipper. Je me suis dit, ouais, ce mec-là, c'est bon, je peux le prendre. Et, et de l'autre côté, il y avait un mec que j'avais déjà battu. Donc, tu sais, je voyais le chemin ouvert. Tu sais, le chemin, il était là, tu vois. Et bah, non. Et ben non, je fais le combat et une erreur, bah bon, ça arrive. Hein. J'ai pas vu, il me met tu sais, un cross grip, tu vois, en mode passage. J'ai pas vu une fois que le mec il a grippé mon pantalon en grip croisé. C'était un bazar, je me suis fait dépasser. Et du coup, bah je perds ce combat. Et puis après, l'arbitre lève sa main, je le félicite, c'était propre, hein, y a pas rien à dire. Bravo à lui. Et puis après, voilà, après je savais que c'était fini, quoi. Donc Et donc après, prise de décision, ouais, c'était ta dernière compète. ouais, ouais, c'est un peu dur. Franchement, c'est parce que j'aime beaucoup ça, tu vois. J'aime beaucoup. Les premiers mois, donc ça, c'était en janvier dernier. Les premiers mois, tu vois, j'avais encore les réflexes de regarder les compétitions qui se passaient, tu vois. Il y a mon fils qui fait des compètes, je regarde, putain, est-ce que je peux la faire ou pas? Je fais, putain, non, vas-y, t'as dit que c'était bon. Tu sais, t'as le truc. Après, ce qui m'aide à relativiser, à prendre du recul, c'est que j'ai des élèves qui, je sens que je leur apporte, tu vois, sans prétention. Je sens, ils sont demandeurs et je sens que j'arrive à leur apporter en étant pleinement entraîneur. Ouais. En étant 100% entraîneur, je leur donne. En fait, tu vois, toute l'expérience accumulée, je leur donne. Ils le ressentent. Et ça me fait plaisir de leur donner parce que voilà, ils obtiennent des petits résultats. Et puis je sais, maintenant j'ai le recul, je sais que chacun d'entre eux vit ses batailles de la vie. Donc je mets pas de pression, tu vois. Ouais. Et je leur donne ce que j'ai à leur donner. Et c'est une forme d'équilibre en fait, tu vois. Quand je les accompagne et que je les vois gagner ou perdre, tu vois. Tu sais, je suis content en fait, tu vois. Et je pensais pas pouvoir être nourri comme ça. Je le découvre, tu vois. Je le découvre, donc je vis ça assez bien. Et puis il y a aussi mon fils qui veut performer, donc c'est son choix. Hein. Il a été pris en équipe de France FGJB, donc c'est pas moi qui l'a forcé. Est-ce que c'est moi, tout machin? Alors moi au début, tous mes enfants de base, je les ai mis au sport, tous. Euh, C'était plus pratique de les mettre au jiu-jitsu.
que d'en amener un au foot, un au truc, au machin. On est d'accord. Vous montez dans la voiture, on y va. Et après, quand ils sont devenus ados, bah, après, chacun a fait ses choix. Il y en a un, mon grand, il a complètement arrêté. Bilal, là, celui qui fait, qui continue, il a fait, avant, il faisait, mais il faisait juste comme ça, tu vois. Il faisait parce que papa, il l'avait emmené. Après, il a arrêté, il a fait un peu de foot, je l'ai laissé faire du foot. J'ai mon troisième, il est à fond dans le foot, il a continué. Et puis un jour, Bilal, il est revenu, il m'a dit non, c'est bon, j'ai envie. J'ai dit, bah, ok. Mais moi, je sais le prix à payer pour, tu vois, je sais ce qu'il va falloir donner. Je sais pas si tu es capable de le faire, tu vois, parce que tout le monde veut, en fait. Ah oui. Après, il faut agir. Donc, mais exactement. Donc, moi, je vais rien te dire. Je vais rien te dire. Moi, je suis prêt à t'aider, techniquement si je peux. Si je peux te faciliter des choses, je vais le faire. Euh, mais je vais t'observer, en fait, tu vois. Et si un jour tu te lèves pas pour aller t'entraîner, bah, c'est mort, tu vois, tu comptes pas sur moi. Tu vois, c'est du bullshit, tu vois. Hmm. Et en fait, il m'a surpris là-dessus, très sérieux. Il se levait quand il fallait, il faisait ses séances, il fait sa prépa physique, il fait son truc, tout machin. Donc, ok, il fait les trucs, donc je peux donner, tu vois. Je peux donner, mais je donne plus comme ça, tu vois. C'est-à-dire, euh, je veux dire, il faut me prouver. Personne n'a rien à me prouver, mais si je vais te prendre au sérieux, si tu veux être pris au sérieux, que je te prenne au sérieux, tu me montres. Je veux voir, en fait. Parce que tout le monde parle, tout le monde dit. C'est pour ça que je te félicitais au début. Parce que t'es là, tu vois. Ouais. Tu vois. Donc, juste, on observe, il n'y a pas besoin de parler, en fait, tu vois. Et donc, du coup, on a des gros objectifs. Parce que je lui dis, si je m'implique, c'est pour aller au bout, tu vois. Ouais. Je peux pas faire, je sais pas faire autrement, en fait. Je sais pas t'expliquer d'où ça vient. Je sais pas. Le verbaliser pour être clair, c'est être champion du monde ceinture noire adulte. Ouais, c'est ça, quand je dis aller au bout. Tu vois, il y a pas, et que ce soit clair et qu'il n'y ait pas de complexe de machin, faut que ce soit clair. Et là, ça, c'est intéressant. C'est cool, tu vois. Là, là, C'est à la fin de tes compétitions, en fait, le fait d'être à la fois père, mais en même temps entraîneur d'un fils qui a cette volonté et qui te montre aussi par hmm. une certaine rigueur, te pousse aussi toi à te transcender en tant que coach et à mettre Oui, exactement. tous tes œufs dans ce panier-là pour l'accompagner jusqu'au bout, quoi. Lui et les autres. Et les autres, oui, bien évidemment. Lui, bon bah voilà, et mes autres élèves aussi qui sont ceinture blanche, parce que j'ai repris j'ai remonté une section JJB dans un club privé, donc c'est pas ma salle, et quasiment tout le monde a commencé de zéro, et c'est cool, tu vois, c'est vraiment un truc. Et puis oui, lui, donc c'est le plus avancé dans le truc, tu vois, c'est vraiment lui pour le moment qui. Donc voilà, mais sans pression. On est allé à la pyramide l'année dernière à Los Ouais. Angeles, c'était bien, c'était une belle expérience. Voilà, on va essayer de faire ce qu'il faut. Et voilà, et si demain il veut arrêter, bah il arrête et puis c'est ok, tu vois. Oui, bien sûr. Bien sûr, Voilà, bien sûr. il y a pas de galère, je pense. Samir, je voulais qu'on reparle aussi sur ton parcours et jusqu'à maintenant, c'est pour que l'audience, les gens qui nous écoutent, puissent aussi se représenter un petit peu des niveaux d'implication pour progresser dans le jiu-jitsu. Même si je fais une petite aparté, ça m'a fait marrer quand tu as décrit en 2009 la répétition des clés de bras à la volée juste avant de monter sur le tatami. Mm. Ça reflète quand même l'époque, tu sais, où on avait peu de ressources. Tu vois, c'était un peu quelques ressources sur YouTube ou des DVD qu'on Mm. avait comme ça. Et il y avait un truc un peu nouveau, ben, on le testait, ceinture blanche, alors que maintenant, je pense que tu es le premier à dire à tes élèves, testez pas un truc comme ça juste avant une compète. On va même déconseiller aux ceintures blanches de tester les clés de bras à Euh, la volée, quoi. Mais tu vois, ouais. ça reflète un peu à l'époque comment c'était, old school et autre mentalité. Mais pour revenir à ça, au début, tu dis 2008, tu reprends, tu t'infliges, enfin, tu t'obliges à une certaine régularité. Tu allais 2 à 3 fois t'entraîner par semaine, ce qui était bien à l'époque. Moi-même, hein, 2010, de 2010 à 2014, c'est là où j'ai fait le plus de compétitions et j'avais des bons résultats en m'entraînant 2, 3 fois par semaine. Mais après cette période-là, jusqu'à la ceinture noire,
vu que tu as fait beaucoup de compétitions, quelle était ta fréquence d'entraînement? Alors, bonne question. En fait, si tu veux, quand je te disais 3 séances d'entraînement, après, j'ai très vite compris. En fait, c'est- au tout début, je t'ai dit, ouais, il faut que je hack, il faut que je gagne du temps. Ouais, Il faut que je prenne de l'avance, tu vois. Donc, j'ai fait une année à 3 par semaine. Donc, en fait, j'ai fini, j'ai dû faire une année à 3 par semaine. Après, j'observais mes partenaires et eux, ils s'entraînaient, pareil, 2 à 3 fois par semaine. Donc, je me suis dit, si j'arrive à m'entraîner 6 fois dans la semaine, en un an, je gagne un an sur eux. C'est c'est juste ça. Donc, ce que j'ai fait, je me suis inscrit dans un club de judo pour avoir mes 6 séances de tatami par semaine, parce que je pouvais pas faire de plus de JJB. Tu vois. Je faisais 6 dans la semaine et je faisais quasiment pas de prépa physique à l'époque. Peut-être j'allais courir un petit peu, mais j'allais courir un peu et il y avait une barre de traction à la salle et je faisais, je sais pas, 20 tractions, tu sais, je sais pas, 20 30 tractions, tu sais, je sais pas, genre, c'est 7-8, j'arrêtais, 7-8, j'arrêtais, tu vois. Et ça me faisait du bien, en fait. Je sentais mon dos, je sentais les bras un petit peu, je sentais que ça gainait un peu ici, et je faisais que ça, tu vois. Et ça me faisait me sentir bien. J'avais un bon feeling, donc, plus ou moins, c'était ça. 5-6. Voilà. Et après, moi, après, ce qui se passait, c'est qu'en 2012-13, j'ai monté mon club, et du coup, j'étais presque tous les jours sur le tapis. Après, c'était difficile aussi parce que tu es tous les jours sur le tapis. Mais quand tu lances ton club, j'étais encore pleinement compétiteur. Et objectivement, je voulais m'entraîner moi, tu vois. J'avais pas de mission de, tu vois. Mais c'était difficile parce qu'il fallait donner les cours. Il y avait des nouveaux qui arrivaient, il fallait les encadrer. J'avais conscience de ça aussi. Donc j'essaie de faire un peu tout, tu vois. Mais, euh, mais voilà. Alors, je pense que ta question est plus sur les fréquences d'entraînement plus ou moins idéales, peut-être. ouais, Euh, Ça va dépendre de chacun, ça va dépendre des objectifs de chacun. Moi, ce que j'ai l'habitude de dire, surtout maintenant, en plus j'ai eu un petit, comment dire, je sais pas comment dire, j'ai eu un petit champ euh, expérimental. Enfin, j'ai eu l'occasion d'expérimenter. Euh, Pendant 5 ans, j'ai donné, en plus de mon club, je donnais des cours dans une petite salle sur Paris, et il y avait que 2 entraînements par semaine. 1h15, 1h15, tu vois. Et j'ai donné pendant 5 ans. Donc j'avais un groupe, où on n'était pas nombreux, c'est pas nombreux, entre 6 et 10 maximum. Et je les ai pris de zéro. Et pendant 5 ans, les mecs, ils s'entraînaient 2 fois par semaine, pas plus, tu vois. Bah, je peux t'assurer qu'au bout de 5 ans, les mecs, ils avaient un bon niveau. Ils sont tous passés ceinture bleue, et c'était des très bonnes ceintures bleues, tu vois. Et moi, ce que j'ai envie de dire aux gens, aux jeunes, aux moins jeunes, prenez un rythme d'entraînement qui vous convient mais que vous pouvez pratiquer sur les 10 prochaines années. eh ouais, Parce que, parce que il y a un peu ce truc de une culpabilité qu'on s'inflige. Ouais, un tel il s'entraîne 2 fois par jour. Ouais, un tel il fait machin. Un tel. Maintenant, toi et moi, on commence à avoir du recul, mais en tout cas, du recul que j'ai, c'est que en France en tout cas, qui ont fait 2 fois par jour, ils l'ont fait pendant 2 ans maximum. 6 mois, ils se sont cramés. 2 ans burn-out. C'est-à-dire, le cerveau, il en peut plus du dessus, il trouve plus de plaisir. Le corps éclaté, genoux, machin, on va s'entraîner, blessé, strappé et tout. Et Jiu-Jitsu lifestyle, je promeux rien, mais c'est le sport en fait, tu vois. Le sport de base, c'est pour être en bonne santé, tu vois. Donc si tu te flingues la santé ça vaut pas le coup. C'est ma croyance, c'est mon recul sur ce truc. Et puis c'est ok si on n'est pas d'accord avec ça, tu vois. Mais quelqu'un qui veut progresser, j'ai beaucoup de débutants qui me disent ouais, je vais faire 5 6 fois par semaine. Je fais ok, est-ce que tu peux le faire pendant 10 ans? Ah, tu vois. Tu le fais 2 fois, 3 fois. Voilà, je sais pas, tu vois. Après, certains peuvent faire plus, mais pour moi, le jiu-jitsu, faut le faire.
moi, j'aimerais pouvoir tourner sur le tatami à 80 ans, 90 ans si je suis encore en vie, et le faire en bonne santé. Pas, attention mon genou, attention là, attention là. Là, je vois des ceintures blanches, des ceintures bleues, des ceintures violettes, ils sont cassés partout. Pourquoi en fait? Pourquoi t'es cassé? Pourquoi? Ouais, enfin, non, relax, relax. Ceux qui s'entraînent beaucoup, bah, ils sont passés en mode professionnel, c'est un choix de vie, et ils dédient leur vie à ça, et c'est un choix de vie, et puis c'est pas la belle vie non plus aussi, tu vois, c'est pas, ils font beaucoup de sacrifices. Quand j'ai rejoint mon fils qui est parti faire un camp à Athos, bah, dans toutes les grosses académies, que ce soit Athos, AOG, ou tu vois, les grosses académies implantées, ils font venir, ils ont beaucoup de petits jeunes brésiliens qui viennent, tu vois, ils sont comme un peu dans un centre de formation, on va dire, tu vois. Donc eux s'entraînent beaucoup. Ils s'entraînent 2 fois, parfois 3 fois, ils donnent des cours, mais il faut voir la vie qu'ils ont, tu vois. Ils vivent à 4-6 dans un appart, c'est entraînement, ils galèrent pour travailler, tu vois. C'est un style de vie, tu vois. Donc, toi, tu peux pas te comparer à ça, tu vois. Et puis même ça te donne pas très envie, en vrai, si tu prends du recul. Mais si t'es un jeune que tu veux, si t'es un jeune, par contre, si t'es un jeune, t'as le désir ardent en toi et tu veux, ok, vas-y, fonce, fais-le, tu vois. Mais si t'es installé, t'es père de famille, t'es posé chez toi et que tu te compares à eux, c'est pas le même truc. C'est ça le problème de nos jours, c'est que avec tous ces réseaux et toutes ces ressources à disposition, on a des gars entre 30 et 40 et plus qui se comparent à des jeunes de 18-20 ans qui mènent une vie que eux-mêmes aimeraient vivre. Mais oui, Mm. c'est pas forcément faisable. Oui, oui, c'est faisable si on voulait vraiment, mais en fait, il faudrait tout plaquer, vivre comme ça. Et est-ce qu'à 40 ans, on est prêt à retourner vivre en coloc? Un peu à dormir Ouais. sur un bout Et, de... et, et pour et, et pour faire quoi en fait? C'est quoi Ouais, la pour faire finalité? quoi? C'est ça. C'est ça, c'est C'est quoi la finalité? C'est quoi? exactement, toi, c'est là où je voulais en venir. Je suis très content de voir quand même qu'il y a des gens qui vont faire passer leur hobby, tu vois, leur passion, peut-être au premier plan de leur vie. Mais je suis content, tu vois, parce que c'est lié au sport. On sait que le sport, c'est lié Mm. vers la santé, le bien-être, même si on sait que le sport performance nous éloigne de la santé, bien Mm. évidemment. Ouais. Euh, mais à un moment donné, j'ai l'impression qu'il y en a un petit peu trop qui est fait en fonction d'un certain contexte, tu vois, vers où ça nous mène, tu vois. Mm. Si on fait le choix du professionnalisme et dire, OK, je vais en vivre, c'est ce métier qui va me nourrir, nourrir ma femme, mes enfants, Mm. Mm. je suis d'accord. Quand on est jeune, célibataire, on peut se dédier à fond là-dedans. On voit maintenant de nos jours que on peut, et seulement si on atteint le haut niveau et qu'on sait manier les réseaux sociaux, on peut en vivre. Mais selon toi, quand tu as passé les 30 ans, 35 ans, est-ce que c'est quelque chose qui est viable? Euh, pour moi, en fait, tout est possible si on se donne les moyens. Oui, Tout est possible si on se donne les moyens. À 30 ans, 40 ans, si tu veux. Ta question, c'est est-ce qu'on peut vivre du jiu-jitsu à 30 ans, 40 ans passés? en commençant à 30-40 ans, tu vois. Bah oui, franchement, c'est possible, mais faut sortir comment dire, des schémas traditionnels. Faut sortir de sa tête, par contre. Ouais, Faut mettre pause, prendre du recul sur la situation, d'accord? Qui gagne sa vie aujourd'hui, mondialement, grâce à la compétition? Très, très peu. J'ai envie de dire c'est 0,1%. ouais, J'ai envie de dire, et ceux qui gagnent leur vie, c'est-à-dire, il y en a quasiment pas. Même, si tu veux, il y a des champions du monde, IBJJF, ceinture noire adulte, tu les connais même pas, et ils gagnent pas leur vie, et ils sont en galère, tu vois. Ils sont en galère, champions du monde. Et les champions de la DCC, ils sont en galère. Ils ont gagné la DCC, ils ont gagné la Championship, les Jeux, ils sont en galère. Ok. Donc, il y a quelques, c'est comme partout, hein, en fait, de toute façon, tu vois, t'as un Conor McGregor tu vois, pour des mecs qui vont gagner 300 euros, 400, 500 euros par combat, tu vois. Mais ils imaginent. Donc, déjà, le mec qui veut vivre de ça, il faut qu'il prenne du recul. Si c'est son choix, il prend du recul sur la situation. Euh, qui gagne sa vie? Bon, évidemment, t'as Gordon Ryan. Bah, c'est un peu notre Conor McGregor. ouais. Bon.
parle super bien, bon trash talking. Je pense que c'est une bonne personne, je pense. Et il vend pléthore de DVD. Il en vend tellement que voilà. Donc il est millionnaire en partie grâce à ça. On n'est pas tous Gordon Ryan. Il y en a qui, t'as qui, je sais pas, je saurais même plus te dire. Après, t'as les frères Mendes maintenant parce que leur site, ça fonctionne très très bien et tout. Il y a il y a les frères Yotolo qui sont bien rémunérés quand ils combattent au One maintenant. Hein, un des frères, il prend 100K par super fight. Mikey Musumeci, pareil, c'est pour ça qu'ils sont partis au One. Bon, voilà, t'as vu, on est en train de les chercher. Vas-y, même s'il y en a 100, tu vois, même s'il y en a 100 qui gagnent, tu vois. Ok. Donc, t'as, donc, si tu prends ça, cette donnée-là, tu comprends que la compétition ne va pas te rémunérer. Tu vas pas gagner de l'argent avec de la compétition. Tu gagnes, même si tu gagnes les IBJJF pendant je sais pas combien de temps, tu vas pas nourrir ton frigo avec ça. Ouais, tu vas faire des séminaires peut-être. Ouais, mais c'est de la merde, en fait. Ouais. C'est de la merde. Euh, Ça peut être un game plan temporaire qui permet de nourrir, de subvenir un peu à tes besoins, mais je pense qu'il faut avoir une vision encore plus du recul, il faut avoir plus de recul, et chacun va devoir exploiter les ressources qu'il a à sa disposition. Euh, L'enseignement, moi je crois beaucoup en l'enseignement en ligne. Tout le monde le fait. Tout le monde le fait maintenant. Moi j'ai lancé mon premier programme en ligne en 2015 Ouais. Précurseur, hein? su- sur Vimeo, et j'avais lancé un truc sur la demi-garde. Et je continue et j'essaie d'innover, j'essaie de voir. Je pense que ça, je pense que c'est la voie à suivre, tu vois. Je pense, enfin, la voie, une des voies. Mais je suis pas trop pour la. Après, peut-être que je changerai, je sais pas. Mais moi, je me suis dit, ouais, je veux vivre du JJB. C'était mon rêve, mais je voulais pas le faire de manière traditionnelle, avec un club, devoir donner des cours particuliers, devoir faire des stages, être obligé de faire des cours. Tu vois, parce que maintenant, tu es obligé, tu dois être là, tu dois t'occuper de trucs, tu dois promouvoir tes séminaires, tu vois. Et c'est pour ça que j'aurais pu monter mon propre club depuis longtemps, tu vois. Mais c'est pour ça que je me contente de le faire dans une structure qui n'est pas la mienne. Euh, donc ça, c'est ma personnalité, tu vois. Je m'embarrasse pas de toute la partie logistique et tout. Et moi, j'arrive prêt et dispo pour donner le meilleur à mes élèves. Ouais. Tu vois, ils ont un Samir Ben Saïd à 100%, tu vois. C'est-à-dire, il n'a pas le problème de la facture, du machin, des chèques qui sont crades, du ménage qui n'est pas fait, du mec qui a pas payé. Après, moi, Ouais, c'est pas mon détaché. problème. Détaché. Et je veux être comme ça, tu vois. Mais j'ai essayé ça, j'ai essayé un pan, j'ai, j'ai commencé à faire pas mal de stages parce que c'était c'était le chemin que tout le monde faisait, tu vois. Ouais. Et après, tu t'arrives dans un truc où, bah, il faut survendre, tu vois, et ça me fait chier, tu vois. Donc maintenant, j'ai pris du recul là-dessus, je veux pas. Je fais mes trucs en ligne, je vends mes programmes en ligne. Donc bah, quand il faut vendre mes programmes, je le fais. Et je le fais, je suis très content de le faire parce que voilà, c'est de l'expérience que je mets en place, que je propose. Il y a des trucs que j'ai appris en ceinture noire, bah, tu sais, tu le donnes aux gens, tu vois. Donc ça, je suis très content de le vendre. Ça, je le vends, je sais que ça sert. Mais voilà, après, et je le fais ponctuellement, c'est-à-dire. C'est ma stratégie, hein. Après, c'est pas la Ouais. meilleure. Ça s'arrangera, ça se modifiera. Peut-être dans un mois, dans 6 mois, dans un an, je ferai différemment. Mais en fait, si tu veux, maintenant, par exemple, j'ai des stages, je vais faire quelques stages. C'est pas moi qui suis allé les chercher, tu vois. Les gens sont venus me voir, ils veulent me faire venir. Des gens veulent me faire venir pour des cours particuliers, mais le prix n'est pas le même. C'est-à-dire, en fait, mon temps de déplacement, tu vois, je lui donne de la valeur. Donc, si tu me veux, moi, chez toi, ou, je le fais avec plaisir, mais c'est temps, tu vois. Ouais. C'est temps. Et si tu veux du gratuit, ce qui est tout à fait OK, bah, j'ai ma chaîne YouTube. Sur ma chaîne YouTube,
J'ai plus de 1000 vidéos, hein. Ouais. 1000 vidéos. J'en ai fait plus de 400. Là, hier, je crois, j'ai fait 438 d'affilée, chaque jour. Je poste chaque jour depuis plus d'un an, plus de 438 jours. Mais en cumul, j'ai 1000 vidéos Ouais. gratuites, tu vois. Donc le mec qui va apprendre gratuitement, il a tout le truc, tu vois. Alors après, s'il veut faire appel à moi pour un stage, séminaire, cours particulier, même pas cours particulier, ne pas payer pas pour les cours particuliers. Et sinon, il y a mes programmes en ligne pour ceux que, voilà. Et ils sont pas disponibles tout le temps, tu vois, ils sont pas disponibles tout le temps. J'ai Voilà. vu dernièrement que tu étais sur un stage en Turquie aussi comme enseignant? Ah oui, on m'avait, mais du coup, j'y avais pas été. En fait, je sais pas si tu te souviens, on a eu, on devait faire le premier podcast, il a été annulé. Oui. Il était juste au moment où de Ok. ce voyage-là en Turquie. Et j'ai dû tout annuler, en fait, pendant cette période-là. Il y a eu un décès dans la famille. Et du coup, voilà, on m'avait proposé un stage d'une semaine en Turquie. C'était cool. C'était avec le mec de BJJ Eastern, Gilles. Ceinture noire, multilingue, tu sais, il parle plusieurs langues, un mec comme ça, tu vois, c'est vraiment le mec ouvert sur le monde, tu vois. Je kiffe le personnage. Il m'a proposé d'intervenir et là, c'était cool, tu vois. Mais du coup, j'ai pas pu y aller. Ouais, et du coup, pareil, je crois que t'es aussi sur un séminaire ou un stage en immersion. C'est pas à la Mecque ou quelque chose comme ça? Ah oui, 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 Tu oui. veux, Alors, tu j'ai veux nous en plusieurs parler, stages. là? Oui, oui. Alors, j'ai plusieurs stages. Donc là, j'en ai en France quelques-uns. D'ailleurs, j'en profite pour faire de la pub, Ah ouais, c'est fait entre pour, guillemets. hein. On en profite, hein. Euh, En tout cas, parce que je reçois beaucoup de messages, gens qui disent, ouais, quand est-ce que tu viens dans ma ville? Quand est-ce que tu viens? Donc, ceux qui sont dans la région de Nantes, le 8 décembre, je serai au Sable d'Olonne. Vous pouvez aller sur mon Instagram, il doit y avoir l'affiche quelque part. Je serai à Mâcon fin janvier. Mâcon, c'est au-dessus de Dijon, enfin, c'est pas très loin de Dijon, je crois, Ouais, dans le 71. Et on m'a proposé de faire un. Donc, j'ai rencontré un mec sur les réseaux. C'est un globe-trotter, mon mec, le gars. Il voyage beaucoup. Il voyage beaucoup au Japon, en Asie. Il m'a proposé d'organiser un séjour JB. Alors, c'est unique, hein. C'est le truc improbable. Faire du JJB à la Mecque, enfin à Médine précisément. ok. Ok? Dans la ville de Médine. Donc, la Mecque, Médine, c'est les lieux saints de l'islam, tu vois. Voilà, c'est là-bas où la religion musulmane est née, on va dire. Donc, il y a quand même, objectivement, je sais qu'on est dans un pays laïque et tout machin, il y a quand même un aspect spirituel, on va dire, puisque on arrive à la Mecque. Donc, il y a un petit pèlerinage à la Mecque, tu vois, c'est comme, on va dire, le pèlerinage de Lourdes, Saint-Jacques-de-Compostelle, tu vois. Ouais, Ok. Un peu de spiritualité. Pour ceux, donc c'est vraiment un voyage, on va dire, spirituel, se reconnecter à soi-même, se reconnecter, certains diront au divin, à la vie, à Dieu, tu vois. Reconnexion spirituelle. Et ensuite, on va à Médine. Médine, qui est la deuxième ville sainte de l'islam, et le stage de JB aura lieu là-bas. Donc, ce sera sur tous les matins pendant 8 9 jours. Donc, je savais même pas qu'il y avait du JJB là-bas. Et c'est en expansion partout. Et moi, j'ai déjà été là-bas plusieurs fois à titre personnel, tu vois. Tu sais, on est tous en quête, tu vois. Même si moi, je suis né dans une famille musulmane, ma famille n'était pas pratiquante, tu vois. C'était vraiment. Donc, tu vois, on cherche son chemin. Euh, et j'ai été, je sais combien de fois, 2 3 fois là-bas. Et c'est une ambiance particulière. Pour les auditeurs qui connaissent pas, et puis la Mecque, c'est une ville de tout temps, c'était une ville très commerciale, très caravanière. Tu vois, c'était un centre. C'est bruyant, tu vois. Il y a du monde, il y a du va-et-vient. Tu vois, c'est une atmosphère particulière. Et Médine, à contrario, c'est un truc de ouf. Tu vois, t'arrives là-bas, tu sens un calme. Tu vois, en plus, je suis tombé sur un article là-dessus. En fait, les villes dégagent une énergie, en fait. Toutes les villes du monde dégagent Paris a son énergie. Je me rappelle, je suis resté presque 2 ans à Lausanne. Lausanne aussi avait une très belle énergie, une calme, tu vois, c'est posé, ouais. t'as le lac, t'as les montagnes derrière. Franchement, t'arrives à Lausanne, toi, t'as le métro, t'as tout, mais je sais pas, il y a une atmosphère. Je me sentais trop bien à Lausanne, tu vois. Bah, Médine, ça me fait le même effet, tu vois. T'arrives dès que t'arrives. Tu vois, c'est calme. Tu vois, c'est une atmosphère particulière. Et moi, j'aime bien ces ambiances ça me porte de la sérénité, tu vois. Tu vois, c'est propice à la méditation, tu vois, à se reconnecter à soi-même, qui tu es vraiment, qu'est-ce que tu fais vraiment dans ta vie, tu vois.
Donc voilà. Et puis on va faire du JB. Alors je sais pas comment faire. J'ai jamais parce que c'est vrai qu'il y a deux pôles. T'as un peu de calme et t'as JB, c'est un peu. Tu vois, il y a comme de la bagarre, tu vois. Quand, Ouais, tu vois. Donc je sais pas comment mixer ça, mais ça va être une expérience intéressante. Et et voilà quoi. Donc ça va être fun de faire ça. Et, euh, et voilà quoi. excellent. Donc ce sera au mois de février pendant les vacances parisiennes. Je pense que ce sera du jour et puis voilà, Ok. on va expérimenter ça, tu vois. Ok. Bah, de toute façon, si les Jujiteros ont envie de te rejoindre, on mettra ton contact en dessous Ouais, de la vidéo pour que ben, les personnes te contactent directement. Samir, moi j'ai fait le tour des questions que je voulais te poser. Je te remercie. Franchement, bah, merci merci à pour ce toi. partage. C'était vraiment cool, toi. Et comme tu l'as dit aussi, c'est posé l'échange, c'est hop, tu vois, c'est réfléchi, on voit que, tu vois, il y a eu de la réflexion dans l'évolution, que ça va peaceful, tu vois. C'est bien, Ouais, ça me plaît. tranquille, Ça me plaît. tranquille, tranquille, tranquille. Dans tous les, merci Samir. Dans tous les cas, les Merci à Jujiteros, toi. si vous avez aimé cet entretien, n'hésitez pas à le dire en commentaire, likez, partagez avec vos partenaires d'entraînement. Et puis, je vous dis à la prochaine. Merci Samir. À la Merci à prochaine. tous. Toi Allez, aussi. paro!